bienvenue à la conférence. Merci d'être là. Donc, j'espère que vous allez y trouver de la valeur ajoutée. Je vais y aller d'un coup. La raison, c'est que je veux qu'il y ait une certaine fluidité, puis je veux arriver justement aux questions-réponses le plus rapidement possible parce que c'est là qu'on clarifie beaucoup de choses. Donc, allons-y tout de suite. Donc, les différentes étapes qu'on va faire ensemble. Donc, la structure de la présentation, plus quelques faits et phénomènes en général sur les crypto-monnaies. Donc, avant même de discuter de c'est quoi concrètement. Donc, ensuite, on va justement un peu plus définir c'est quoi des crypto-monnaies. Bon, c'est sûr que là, en 50 minutes, il faut que je tourne les coins ronds un peu. Et je sais que je m'adresse à des néophytes. Donc, je vais vulgariser ça le plus possible. Il y a des aspects techniques extrêmement pointus que je vais sauter, mais qui ne sont pas utiles vraiment pour comprendre les fondamentaux. Donc, c'est quoi, comment ça fonctionne, à quoi ça sert les crypto-monnaies, perspective historique et monétaire un peu des crypto-monnaies et de la monnaie en général. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens oublient et les différences entre les crypto-monnaies et les monnaies, on va dire, classiques, comme le dollar canadien, par exemple, la monnaie qu'on utilise. Les applications, ou en tout cas le potentiel d'application des crypto-monnaies. En ce moment, c'est plus théorique que d'autres choses. Les usages potentiels et discussions, donc les parties intéressantes. Et donc, vous parlerez tant que vous voudrez. Là. Moi, j'ai mon temps, quoi. Donc, allons-y tout de suite. Premièrement, il y a beaucoup de crypto-monnaies. Donc, à ce jour, là, c'est assez à date. C'est assez à jour, là, les données que je vais vous montrer. Il y a 4000 crypto-monnaies en circulation. Les plus connues, vous les connaissez peut-être. Donc, Bitcoin, Ethereum, etc. Donc, les deux plus connus, je dirais, c'est Bitcoin et Ethereum. Mais il y en a 4000 au total. Okay? Donc, évidemment, c'est un phénomène là, absolument qui a explosé depuis à peu près 5 ans. Ça date de plus que 5 ans, mais depuis 5 ans, c'est vraiment énorme. Valeur de toutes les crypto-monnaies en ce moment. Donc, si on fait donc ce qu'on appelle la capitalisation, donc il y a tant de Bitcoin en circulation, là, 19 millions quelque chose en ce moment, et chacun vaut tant, tu sais. Et donc, combien ça vaut les Bitcoins au total en circulation, plus combien ça vaut Ethereum, etc. Et donc, si on prend toutes les crypto-monnaies au total en circulation, ça vaut environ 1500 milliards de dollars US, donc grosso modo 2000 milliards canadiens. Donc là, ça a l'air gros pour des néophytes. C'est très petit, en fait. C'est des marchés qu'on dit minces, donc assez petits. Je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Et vous voyez ici l'évolution de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Donc, une hausse assez forte, ça n'a pas l'air de ça dans le graphique, mais assez forte en 2017-2018. Ensuite, ça a rebaissé. Et récemment, donc 2020-2021, ça a réaugmenté, d'où je pense beaucoup justement l'intérêt. Et là, ça a planté récemment. Okay. Donc, ça a perdu quand même pas mal de capitalisation, pas boursière, mais de capitalisation, de valeur de marché, si on veut. Les cryptos au total. Le plus populaire, le Bitcoin. Donc, voici le prix du Bitcoin. Donc, l'abréviation, c'est BTC. Donc, il a augmenté de façon fulgurante là, de quelques milliers de dollars à 20 000 dollars en 2018. Après ça, ça a rebaissé. Après ça, ça stagnait pendant longtemps. Puis là, récemment, la dernière année, ça a augmenté de façon fulgurante là, de 10 000 dollars à peu près à 60 000 dollars pour ensuite plonger de 60 000 à 35 000. Là, je parle en dollars américains. De 60 000 US par Bitcoin à 35 000 US environ. Donc, il y a beaucoup, comme vous voyez, c'est très, très fluctuant. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Donc, premièrement, premier commentaire général, c'est que c'est un marché qu'on dit mince. Un marché mince, c'est l'inverse d'un marché profond. OK? Et donc, qu'est-ce qu'un marché profond? Bon, alors, un marché profond, en gros, c'est un marché qui est difficile à faire bouger. Difficile à faire bouger. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est dur pour même un gros joueur, même une grosse banque, là, de bouger le prix de marché, par exemple, des obligations fédérales américaines, qui est à peu près le plus gros marché au monde, ou du USD, le dollar américain lui-même, qui est aussi à peu près le plus gros marché au monde. Donc, si demain matin, moi, j'achète 1 milliard de dollars, si je pouvais, 1 milliard de dollars américains avec des dollars canadiens, ça bougerait à peine le prix moyen du dollar américain.
Donc, ça, c'est un marché profond. Donc, c'est-à-dire, il est très difficile à faire bouger. Ça prend beaucoup pour le bouger. Et donc, à contrario, un marché mince, c'est facile à faire bouger. C'est généralement des marchés plus petits où ça prend juste un peu d'élan spéculatif pour le faire bouger. Donc, il y a eu une hausse en 2016, 2017, 2018, là, à peu près. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, il y avait beaucoup de capitaux asiatiques qui cherchaient à sortir de la Chine, mais le gouvernement chinois réglemente les flux de capitaux. Et donc, les gens arrivaient à contourner la réglementation en envoyant leurs capitaux via le réseau Bitcoin. Parce que le réseau Bitcoin, il est international, c'est absolument pas associé à rien qui soit avec une nationalité quelconque. Et donc, c'est automatiquement international et tu peux envoyer des montants, n'importe quel montant, d'une adresse Bitcoin à une autre, juste comme ça, c'est très facilement. Et après ça, tu peux peut-être les convertir, évidemment, en d'autres monnaies. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, les capitaux criminels cherchaient aussi à stationner leurs fonds dans quelque chose d'anonyme. Et le Bitcoin est, en tout cas, ben, le Bitcoin en soi est anonyme, mais après ça, il y a des éléments là, qui sont difficiles à rester anonymes là, dans le Bitcoin. Et évidemment, toujours beaucoup de spéculateurs. Dans les marchés minces en général, il y a beaucoup de spéculateurs. Donc, par exemple, les petites compagnies à la bourse, ce qu'on appelle les petites capitalisations, les penny stocks, fluctuent beaucoup, les prix fluctuent beaucoup. Et donc, c'est des marchés souvent manipulés où il y a des gros achats, des grosses ventes pour rentrer au bon moment, faire gonfler le prix, puis après ça, sortir quand c'est haut, puis là, ça plante après. Et donc, ça, c'est des marchés minces. C'est typique de marché mince. La baisse, après ça, à partir de 2018 environ, réglementation étatique. Donc, la Chine a carrément dit qu'ils allaient interdire le Bitcoin. C'est très difficile à faire, mais ils allaient réglementer. Et un peu partout dans le monde, les États parlaient de réglementer les crypto-monnaies. Il y a eu des interdictions dans certaines régions chinoises. Le Japon s'est mis à réglementer ça. Et donc, tout ça a réduit l'attrait des crypto-monnaies. Il y a eu des fraudes et donc de la perte de confiance. Pas des fraudes du réseau Bitcoin ou autre là, comme tel, en passant. Le réseau lui-même est blindé à peu près autant, sinon plus, que le secteur bancaire. Mais si tu laisses, comment dire, si tu laisses des bitcoins stationnés avec une place boursière, mettons, comme CoinDesk, là, qui est un classique, là, eux, ils ont évidemment mes informations, parce qu'il y a dedans, et ils ont aussi le numéro de portefeuille, ce qu'on appelle une clé, associée à mon nom. Et donc, ça peut, il y a des hackers qui peuvent envahir, on va dire, là, les sites s'il n'y a pas assez de sécurité. Et c'est ça qui est arrivé en 2018. Là, il y en a qui ont réussi à obtenir les numéros de clés et à frauder les gens. Okay? Et toujours beaucoup de spéculation, mais cette fois-là à la baisse. Là, depuis un an environ, 2020-2021, beaucoup de création monétaire par les banques centrales et l'effet Elon Musk. Donc, Tesla, donc Elon Musk, à un moment donné, a annoncé par Twitter, nous allons accepter les paiements en Bitcoin pour la Tesla. Donc, tu peux acheter ta voiture là, avec des Bitcoins. Et donc, ça a fait donc. Et lui-même disait qu'il achetait des Bitcoins et tout. Et donc, évidemment, ça a engendré non seulement lui-même qui achète, mais les suiveux, les bas de poissons qui suivent. Et donc, ça crée des élans haussiers phénoménaux. Ensuite, évidemment, les actions sont devenues très chères et les gens étaient sceptiques du potentiel haussier comme de plus des places boursières. Et donc, ils cherchaient des rendements. Et quand il y a de la quête de rendement, ou des quêtes de rendement un peu partout dans le monde, ben, il y a tout le temps, les gens vont vers le risque, donc vont vers des trucs plus risqués, et donc les crypto-monnaies. Et évidemment, toujours beaucoup de spéculation. Et donc, quand ça commence à augmenter, les gens anticipent plus de hausse, et donc ils achètent maintenant pour se joindre à la vague haussière, et donc ça engendre pendant un bout de temps un momentum haussier. Et donc, récemment, ça a rebaissé beaucoup. Réglementation étatique, la Chine, encore une fois, s'est mis à un peu critiquer là, les crypto-monnaies. Les banques centrales se sont mis à dire qu'il faudrait peut-être réglementer tout ça. Même le Canada, j'ai même fait des interventions là, dans les médias là-dessus, là, justement,
Radio-Canada et autres, cette année récemment. Et l'effet Elon Musk dans l'autre sens. Donc, Elon Musk a dit qu'il vendait ses bitcoins, puis là, finalement, il acceptait peut-être plus les paiements en bitcoin pour acheter des Tesla, des voitures, et la spéculation. Pourquoi il achète? Il a découvert que ce n'était peut-être pas une bonne idée d'accepter des bitcoins pour du paiement Tesla. C'est que, évidemment, c'est très fluctuant la valeur des bitcoins et des crypto-monnaies en général. Donc, la valeur fluctue énormément. Elle peut fluctuer de 20 à l'intérieur de quelques semaines. Vous allez rarement voir ça dans les grandes devises. Le dollar américain, même le dollar canadien, etc., ne va pas fluctuer de 20 contre les autres devises à l'intérieur de quelques semaines ou quelques mois. C'est très rare. Donc, voilà. Alors, ça, c'est des fluctuations causées par l'existence d'un marché mince, petit, facile à faire bouger. Les capitalisations mondiales relatives, donc capitalisation mondiale des bitcoins et autres crypto-monnaies par rapport aux autres, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, l'immobilier mondial vaut à peu près 300 000 milliards. Pas 300 milliards, 300 000 milliards. Et en fait, c'est même plus que ça, honnêtement, et c'est dur à estimer. Les obligations, donc les titres de dette en circulation, donc pour les néophytes, peut-être c'est un peu flou, mais ça, en tout cas, c'est les façons par lesquelles les grandes multinationales et les gouvernements se financent, émettent des titres de dette. Ça vaut aussi à peu près 300 000 milliards. Les actions, toutes les actions, donc ça vaut combien au total? À peu près 150 000 milliards, toujours USD en passant, dollars américains. Le total de l'or et de l'argent en circulation dans le monde, les métaux, les deux métaux, 15 000 milliards. Le patrimoine criminel estimé, donc c'est ma propre estimation en passant. Donc, j'ai essayé du mieux que j'ai pu d'estimer ça. Ça donne à peu près 10 000 milliards de dollars, le patrimoine criminel, donc caché, évidemment. Et toutes les cryptos mondiales, 1 500 milliards. Donc, autrement dit, c'est 1 de la valeur juste des actions. Donc, oubliez toutes les autres. C'est la valeur, c'est 1 de la valeur totale de toutes les actions en circulation et 0,5 de la valeur de toutes les obligations et les titres de dette mondiale. Et donc, c'est très petit. C'est en fait négligeable. Honnêtement, les crypto-monnaies pourraient disparaître demain matin et il n'y a à peu près rien qui se passerait au niveau macroéconomique, c'est-à-dire il y aurait évidemment des faillites, il y a des gens qui ont beaucoup de fortune investies là-dedans et tout, donc des choses personnelles, quelques entreprises ici et là, mais il n'y aurait pas d'effet macro comme vraiment majeur là, sur les économies, même sur le Canada ou les États-Unis. OK, croyez-le ou non. Donc, les gens ne savent pas ça, mais c'est ça. Donc, c'est quoi une crypto-monnaie? Bon. Alors, pour faire simple, c'est une monnaie digitale, donc il n'y a pas d'aspect physique, OK, qui est créée par un processus informatique dont l'offre est souvent limitée. Donc là, il y a des détails là-dedans, mais l'offre totale est limitée. Donc, par exemple, le Bitcoin, en ce moment, il y en a grosso modo 19 millions en circulation, des Bitcoins. Et au total, il va en avoir 21 millions maximum total créés à la fin de tout, à la fin des temps. Donc, il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoins créés. Le programme informatique qui gère la monnaie et le réseau sur lequel la monnaie est transigée, donc achetée et vendue, sa création, les transactions du réseau, donc les ventes et les achats de Bitcoin, c'est créé par des informaticiens qui sont spécialisés dans l'encryptage. Okay? Donc, l'espèce d'encodage de transactions. Okay? On achète de la monnaie, on achète des bitcoins, évidemment, initialement, avec de la monnaie classique, donc des USD, etc., surtout des dollars américains, sur des places spécialisées comme CoinDesk, par exemple, qui est le plus connu, à peu près. Donc, c'est quoi une crypto-monnaie, finalement? C'est un numéro de compte. En fait, c'est une clé, en fait, deux clés, mais là, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est une clé, donc un numéro, en gros, okay, avec un solde. La clé est très longue, donc F, E, X, 43, etc., etc. C'est super long. Donc, il y a une clé, et à cette clé-là est affectée un solde en Bitcoin. Donc, 1 Bitcoin, 10 Bitcoin, 1 million de Bitcoin, etc. C'est ça, vraiment, que ça fait le réseau. Donc, ça a des clés avec des soldes associés. Et si toi, tu connais la clé, bon là, la clé privée, on va dire, tu connais une clé privée,
tu es capable d'envoyer des bitcoins ailleurs à des numéros de compte autres et tu es capable de recevoir des paiements aussi de d'autres personnes là, sur le réseau. Et donc, ça peut être absolument international. Il n'y a pas de concept de nationalité dans les crypto-monnaies en général et en particulier dans le Bitcoin. Okay? Et donc, c'est un numéro de compte associé à un montant, en Bitcoin ou en Ethereum ou autre. Là. Et c'est tout. Et ça fonctionne sur ce qu'on appelle un blockchain. Je vais expliquer ça dans quelques minutes. Là. Ce n'est pas relié au réseau bancaire. Ça, c'est très important. Et c'est exprès, c'est voulu. C'est anonyme, en théorie, en tout cas. Et c'est décentralisé, donc c'est mondial. Et si, par exemple, moi, je vous envoie 10 bitcoins, okay, donc ça vaut en ce moment 10 bitcoins, ça vaudrait à peu près là, 350 000 $ américains. Okay? Donc, si je vous envoie 10 bitcoins, cette transaction-là va être vérifiée par des programmes, ce qu'on appelle des mineurs là, informatiques, un peu partout sur le réseau mondial. Et il faut que plusieurs, un peu partout, disent cette transaction-là sur le blockchain du Bitcoin, sur le réseau sur lequel les transactions sont faites, soit OK. Et le OK en question, ben, c'est de la vérification informatique d'encryptage. Et puis là, je vais sauter les détails parce que c'est vraiment trop complexe. OK? Donc, la monnaie classique, la monnaie là, comme le dollar canadien, le dollar américain, en gros, c'est créé par du crédit bancaire. Donc, lorsque les banques font des prêts, ils viennent de créer de la monnaie. Et donc, on a un système de crédit, de monnaie-crédit. Donc, la dette crée de la monnaie. C'est aussi la dette fédérale. Donc, le gouvernement emprunte dans les marchés financiers en émettant des titres de dette qu'on appelle des obligations. Et il y a une partie de ces obligations-là qui est achetée par la Banque centrale. Et donc, ça aussi, c'est de la création de dette créée par de la monnaie. Donc, le gouvernement canadien, là, il émet des obligations et la Banque centrale, elle va sur l'ordinateur, de façon imagée un peu, et elle fait plus 100 milliards ou plus 1000 milliards de dollars canadiens, gratuitement. Et elle, avec ça, elle achète les obligations, les titres de dette du gouvernement canadien. Et donc, le gouvernement canadien obtient, on va dire, 100 milliards. Et avec ça, il dépense. Ces dépenses-là deviennent évidemment nécessairement des revenus quelque part. Et ça se met en circulation dans l'économie, dans nos comptes de banque. Là, puis, et donc, ça se retrouve dans le système bancaire. Okay? Et évidemment, la monnaie classique est gérée par le système bancaire, le système de paiement qui l'encadre, et le système interbancaire. Donc, les paiements interbancaires, pourquoi ça existe et comment ça fonctionne? Toutes les banques classiques, donc CIBC, TD, Banque Royale, etc., qui ont un compte de banque avec la Banque centrale. La Banque centrale, pour le Canada, qui est associée au dollar canadien, s'appelle la Banque du Canada. C'est là que je travaillais, là, qui était présenté au début. Et si moi, je suis avec la CIBC, mettons, une banque X, et que j'achète de la nourriture, mettons, je prends un lunch, puis j'achète de la nourriture avec ou un supermarché, j'achète de la nourriture au supermarché, puis le supermarché, lui, est avec une autre banque, Banque Royale, mettons, bien, la banque X, CIBC, elle doit, on va dire 200 $ à Banque Royale. Et donc, ça fait des paiements interbancaires. Okay? Et donc, les clients, ils ne sont pas avec toute la même banque, n'est-ce pas? Et donc, ça génère des transactions interbancaires à la Banque centrale. Donc, l'ensemble des règlements entre les banques, bon, là, je saute des étapes parce qu'il y a comme deux couches. Là. Il y a des paiements directs et des paiements dans le système interbancaire, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Donc, le système de paiement interbancaire fonctionne par les encaisses de règlement des banques à la Banque centrale. Donc, vous avez les banques, le compte de banque de la banque 1, mettons CIBC, Banque Royale, Banque nationale, exemple. Okay? Et il y a des clients ici, avec la première banque, les clients ici qui font des transactions avec les différentes institutions. Et donc, les différentes institutions doivent se payer elles-mêmes. Et donc, elles se transfèrent des fonds entre elles dans le système interbancaire et donc via leur compte de banque à la Banque centrale, via ce qu'on appelle les transactions interbancaires. Et donc, ça, c'est le système interbancaire. Donc, à contrario, les crypto-monnaies ne sont pas dans ce système-là du tout, du tout. Okay? À quoi ils servent, les crypto-monnaies? Donc, pour le moment, honnêtement, il n'y a rien que les cryptos font présentement, les crypto-monnaies font présentement, que les monnaies classiques ne peuvent pas faire.
Donc, on va être franc. Donc, les transactions en biens et services, donc quand tu achètes là, des choses, là, des chemises, de la nourriture, peu importe, ben, tu le fais évidemment avec ta carte bancaire. Et donc, quand tu payes avec ta carte bancaire, ben, c'est un paiement interbancaire. Ta banque est en train de transférer à la banque du marchand de l'argent, n'est-ce pas? Les transactions financières, donc on achète des actions, etc. Donc, ça, c'est interconnecté avec des intermédiaires qui vous permettent d'accéder au marché financier, aux actions et autres. Les transferts internationaux se font aussi par système bancaire. Par contre, je tiens à mentionner un truc ici. Les transferts internationaux sont plus rapides et plus simples, généralement, en crypto-monnaie, surtout en Bitcoin. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de nationalité. Et donc, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est où. Il n'y a pas de concept de, je ne sais pas moi, un Chinois a des bitcoins. C'est juste un numéro. C'est juste un numéro avec un solde. Ça n'a pas d'importance. Il est où? Il est nulle part, ce numéro-là. Il fait juste exister sur la Terre. Et donc, il n'y a pas de concept de nationalité du tout, dans les crypto-monnaies, en particulier dans le Bitcoin. Et évidemment, c'est un moyen de stationner de l'épargne. Il n'y a pas de rendement. Vous pouvez juste mettre votre épargne dans votre compte de banque directement et accumuler votre épargne comme ça. Évidemment, il n'y a pas de rendement, c'est pas bon. Et les crypto-monnaies, ils servent aussi à ces trucs-là, mais moins bien. Parce que les transactions en biens et services, bien, vous essayerez d'acheter des trucs, votre prochaine épicerie, là, avec des bitcoins, vous allez voir, ça va être. Bien, ils ne seront pas capables d'accepter votre paiement. Les transactions financières, bon, là, il y a de plus en plus de classes qui acceptent un petit peu là, avec des bitcoins, que tu achètes des actions, mais c'est encore très limité. Les transferts internationaux, ça, c'est possible parce qu'il n'y a pas de nationalité. Donc, tu as juste à transférer des fonds d'un portefeuille à l'autre, d'un numéro à l'autre. Et c'est comme international. S'il se trouve que l'autre numéro est associé à quelqu'un dans un autre pays, mais il n'y a pas de nationalité. Et vous pouvez évidemment stationner votre épargne en Bitcoin, mais vous voyez, là, je vous ai montré les prix, là, que ça fluctue beaucoup. Et donc, ça peut monter beaucoup. Effectivement, vous placez, mettons, 1 000 $, ou 10 000 $, ou 100 000 $ canadiens en Bitcoin. Ça peut se transférer en 300 000 ou 400 000 très rapidement, mais ça peut fondre aussi de moitié très rapidement. Et donc, c'est risqué. C'est risqué. Quoi. Donc, les cryptos, en ce moment, ne servent à rien a priori. Honnêtement, ce sont des numéros, des clés, qu'on appelle des clés. Bon, les détails, une clé privée et une clé publique, mais en gros, c'est des clés associées à des soldes, puis un réseau qui gère ce système de clés-là et les transactions de vente et d'achat de la crypto-monnaie en question. C'est tout comme votre compte de banque avec votre banque, qui est un numéro, finalement, aussi, un numéro unique, associé à un solde, n'est-ce pas? Donc, finalement, ça marche comme ça. En général, les crypto-monnaies sont peu liquides, donc peu de vraies transactions en biens et services. Et ce n'est pas évident de les acheter et de les vendre. Okay? Donc, c'est un petit peu plus compliqué là, que juste d'aller au guichet, quoi qu'il y a des guichets de Bitcoin. Mais pour retirer de l'argent physique, par exemple, c'est facile. L'argent physique, la vraie argent, là, comme du dollar canadien. Les crypto-monnaies, c'est un peu plus complexe. C'est pas pour les néophytes. Il y a des aspects techniques à comprendre. Par contre, elles peuvent avoir des caractéristiques désirées. C'est anonyme. Donc, une fois que tu as des bitcoins, évidemment, initialement, mettons, moi, je veux acheter des bitcoins. J'ai des dollars canadiens. Je vais aller sur une place qui va peut-être exiger que je m'identifie. Et donc là, ils vont dire, ah, lui a acheté 10 bitcoins, cette date-là. Et donc, ça ne sera pas vraiment anonyme à ce niveau-là. Mais une fois que tu es dans le réseau Bitcoin, si j'en reçois d'autres personnes, des bitcoins et tout, puis bon, il y a des transactions, ça reste anonyme, c'est-à-dire la clé n'est pas associée à quelqu'un. Donc, c'est juste une clé, un numéro, qui n'est pas associé à quelqu'un spécifique. C'est donc, évidemment, sous le radar des autorités étatiques et fiscales. Donc, il y en a qui aiment ça beaucoup, évidemment. Et les transferts internationaux, comme je l'ai mentionné, sont parfois plus simples et moins chers que les transactions classiques bancaires. Okay. Pourquoi, donc, elles existent, les crypto-monnaies? Les créateurs reçoivent la vraie monnaie, les créateurs de ces crypto-monnaies-là. Ils disent, garde, envoyez-moi votre argent,
je vais vous donner une crypto-monnaie quelconque, peu importe c'est quoi. Et ça va servir à financer les crypto-monnaies en question, vont pouvoir être utilisées dans notre réseau pour acheter, je ne sais pas, peu importe, mettons de la musique. Donc, c'est un peu comme l'argent Canadian Tire. C'est un peu comme ça. Okay? Et donc, l'argent Canadian Tire, là, ben là, je pense, je ne suis pas sûr que ça existe encore, mais quand ça existait, ben, tu pouvais juste utiliser ça chez Canadian Tire, n'est-ce pas? C'est dans le réseau Canadian Tire. Ben, c'est la même chose. Donc, tu peux utiliser tes Bitcoins sur le réseau Bitcoin. Tu peux utiliser tes Ethereum sur le réseau Ethereum. OK? Et donc, c'est un moyen de financement pour des entreprises qui veulent lancer quelque chose, mais qui n'arrivent pas à se faire financer par les banques, qui sont trop petites pour aller à la bourse, etc. Tu sais. Et donc, ils peuvent faire ça, mais évidemment, ça fait qu'il faut que tu trouves des preneurs. Et donc, souvent, on construit du hype, tu sais, de l'espèce d'excitation à propos de tel projet avec les crypto-monnaies. Et après ça, le truc en question, tu peux acheter, par exemple, je ne sais pas moi, mettons Hydro-Québec, qui pourrait fonctionner théoriquement avec une crypto-monnaie. Ça serait ça, la crypto-monnaie spécifique. Donc, on pourrait payer nos factures Hydro-Québec avec cette crypto-monnaie-là, qui serait spécifique à Hydro-Québec. Et donc, quand ils émettraient initialement des coins Hydro-Québec, bien, ça leur engendrerait des entrées d'argent, ce pas de vrais capitaux en dollars canadiens, qui pourraient faire des projets avec ça. Donc, les crypto-monnaies majeures ont une philosophie générale assez forte de la part de la communauté des enthousiastes qui l'adoptent. Ça a été historiquement un rêve de se déconnecter du système bancaire et de tout ce qui est étatique, parce que le système bancaire est réglementé, il est surveillé par l'État. Il y a toutes sortes de règles de fonctionnement. Et donc, c'était pour se déconnecter de tout ça et faire des transactions entre nous, donc on dit en anglais peer-to-peer, donc directement entre personnes. Je t'envoie de la monnaie directement, je n'ai pas besoin de passer par le système bancaire pour le faire. Si je vous transfère des fonds, par exemple, par Interact, par exemple, qui est très classique en ce moment, ça passe par le système bancaire. Ma banque envoie de la monnaie à votre banque. Donc, c'est un transfert interbancaire. Et donc, ça passe par le système bancaire qui lui-même est très centralisé. Finalement, c'est des serveurs, des ordinateurs centraux. Et donc, c'était un rêve de créer un monde libre des contraintes de l'État et des grosses banques. Tout ça. Initialement, c'était ça un peu. Et évidemment, ça donne toute une nouvelle catégorie d'actifs financiers. Donc, les crypto-monnaies sont une autre façon de stationner votre épargne quelque part. C'est comme les actions, vous pouvez stationner votre épargne sous forme d'actions, acheter des actions. Vous pouvez acheter des titres de dette, de l'immobilier, des fonds négociables en bourse, etc. Mais, quelle est la différence? Elles sont très fluctuantes, très, très fluctuantes. Donc, extrêmement. Donc, il faut avoir les nerfs solides. Ce n'est pas réglementé ou très peu réglementé. Ils n'ont pas d'utilité véritable, tandis que des actions, bien, les actions comme telles, tu ne peux pas payer avec ça, mais l'action est associée au moins à une entreprise qui elle-même produit des biens et services demandés, de toute évidence, puisque l'entreprise existe. Donc, ils n'ont pas d'utilité véritable. Tu ne peux pas aller acheter ton pain au dépanneur avec ça. Ne sont pas des parts de propriété, comme des actions, c'est des parts de propriété, ne sont pas des titres de dette, donc tu vas recevoir des paiements réguliers, n'est-ce pas, à travers un certain temps. Non. Ne sont pas associés à quelque chose de concret ou d'utile, pour le moment, à peu près. Comment ça marche? Donc là, ça va être un peu technique. J'espère perdre personne, mais si vous ne comprenez pas tout, faites-vous-en pas. Ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est déjà bon. Okay, donc. Puis vous pourrez poser vos questions après. Voilà. Donc, ça fonctionne sur un réseau, un peu comme le réseau des Canadian Tire, si on veut, mais c'est un réseau informatique avec des nœuds. Comme il y a des nœuds sur le réseau. Et le réseau est souvent spécialisé avec une mission particulière. Donc, ça peut être axé sur de l'énergie, par exemple, un réseau d'énergie, ou juste un réseau de crypto-monnaie, comme le Bitcoin peut. Donc, une crypto-devise est dédiée au blockchain, donc à son réseau. Okay? Et donc, le BTC fait rouler le blockchain Bitcoin, le Ethereum, le ETH, fait rouler le blockchain Ethereum. Un blockchain, c'est un registre qui, autrement dit, ça enregistre toutes les transactions de l'histoire
du Bitcoin. Donc, et ça, c'est très le fun. La technologie de ça, elle peut être utile dans l'avenir. Donc, parce que tu peux accumuler tout l'historique depuis le début des temps, de toutes les transactions qui ont été faites depuis le début. Et c'est ça, effectivement. Par exemple, Bitcoin, c'est ça que c'est. Toutes les transactions depuis la première en Bitcoin sont enregistrées. Et donc, il y a un suivi des fonds qui peut être fait, pas relié aux personnes, mais relié au numéro de compte. Et donc, l'intégrité du suivi est blindée, même meilleure que le système bancaire. Et donc, théoriquement, ça pourrait être utilisé pour le suivi de dette, le patrimoine, la propriété, par exemple, tel terrain, à travers le temps, dans 1000 ans, il a été transféré combien de fois, quand, tout ça. Et donc, le blockchain, en gros, c'est un portefeuille spécialisé. C'est une adresse, c'est des adresses avec des clés qui permettent de faire des transactions. Okay? Donc, la personne qui a la clé privée peut recevoir et envoyer des crypto-monnaies sur le réseau dédié à cette crypto-monnaie-là. L'historique du blockchain donne le solde des adresses associées au réseau. Et vous pouvez même transiger des contrats là-dessus. Okay? Et donc, faire des contrats sur les réseaux de crypto-monnaies. Et donc, ça donne une espèce de chaîne de blocs, si on veut. Donc, chaque transaction est confirmée par des mineurs. Et donc, c'est un peu comme un coût de transaction, on va dire, mais pas tout à fait. Et les transactions donnent des blocs. Et les mineurs, ils obtiennent des nouveaux bitcoins. Et c'est comme ça qu'ils sont créés, en fait. Et ça utilise beaucoup d'électricité dans le cas du Bitcoin parce que c'est des grosses salles de serveurs énormes maintenant. C'est de plus en plus gros. Avant, c'était petit, mais c'est devenu de plus en plus gros. Et donc, c'est devenu, en fait, une espèce de combinaison de mathématiques avancées, de cryptographie informatique et ce qu'on appelle la théorie des jeux, qui fait en sorte que l'équilibre du réseau fonctionne avec des transactions vérifiées par différentes parties sur le réseau qui ne se connaissent pas nécessairement, okay, et qui ne se coordonnent pas nécessairement. Et c'est ce qu'on appelle un réseau qui n'a pas besoin de confiance pour fonctionner. Parce que l'équilibre est toujours blindé, en fait, parce que tu as besoin de plusieurs OK pour chaque transaction, si on veut, pour qu'elle passe le test de la crédibilité transactionnelle. OK? Et donc, le registre, qu'on appelle un ledger, okay, permet un suivi continu de tout depuis le début. Depuis le premier Bitcoin ou autre créé jusqu'à ce jour. Okay? Donc, une transaction est enregistrée avec une clé unique et répliquée sur l'ensemble du réseau dans les nœuds. Okay? Une transaction est acceptée lorsque les clés sont matchées et confirmées par les mineurs sur le réseau, qui sont des grandes salles de serveurs entre vous maintenant. Et chaque changement est répliqué dans l'ensemble des nœuds. Et donc, il y a des crypto-monnaies qui sont différentes. Ils ne répliquent pas, en tout cas, il y a toutes sortes de détails techniques, mais toutes les nouvelles transactions forment de nouveaux blocs qui sont liés par une chaîne de transactions. C'est pour ça qu'on appelle ça un blockchain, une chaîne de blocs. Okay? Et donc, ça a l'air d'un truc comme ça. Okay? Donc, de façon imagée, si on veut. Et donc, les problèmes avec les crypto-monnaies, c'est que c'est une technologie assez immature. Il y a eu des fraudes, pas nécessairement reliées au blockchain, mais plutôt à ceux qui permettent de transiger, d'acheter en dollars canadiens des bitcoins. Et donc, eux, ils ont été hackés, comme on dit, et les gens ont trouvé là, des informations pour accéder aux informations des gens, puis accéder même aux numéros là, que les gens avaient, les numéros de compte, les numéros là, associés à des soldes. Et quand tu accèdes à ça, bien évidemment, tu peux les transférer à un autre numéro. Et c'est ça qu'ils faisaient, évidemment. Et donc, c'est des fraudes, ils se faisaient voler. Ensuite, il y a eu de la malhonnêteté. Il y en a qui créent des cryptos. Par exemple, je crée une crypto, je l'appelle Pascal Bédard Coin. Je vous en vends, tu sais, puis je vous dis ça va servir à je ne sais pas trop quoi. Et vous êtes tout excité, là, tu sais. Là, vous achetez ça. Et moi, je reçois $1 million ou plus, là, tu sais. Et je disparais. Puis je ne m'occupe plus du blockchain, puis je m'en fous complètement. Et donc, ça, évidemment, c'est arrivé aussi à quelques reprises. Donc, il y a un manque d'encadrement. C'est un marché mince, donc volatile.
Et il y a un problème d'échelle dans certaines cryptos, pas toutes, mais certaines. Donc, le Bitcoin, entre autres, souffre un peu de ça. Il y a de la difficulté à faire des transactions à grande échelle, à gros volume. Okay? Et imaginez le dollar canadien, là, les transactions sont d'une efficience absolument fulgurante. Quand vous y pensez pas, hein, mais quand vous payez quelque chose avec le tap là, de votre carte, là, ça prend quoi? 1 seconde, on va dire? 2 secondes? Et en arrière de ça, il y a tout le système bancaire qui se met en branle. Imaginez. Pour faire la même transaction en Bitcoin, même pour quelque chose qui coûte 10 ça peut prendre entre 5 et 15 minutes, et même plus, des fois 30 minutes, pour juste dire, OK, cette transaction-là est acceptée. Pour que ça écrive approuvé là, sur la machine, vous pourriez attendre là, 30 minutes, imaginez. Donc, comparé à 2 secondes. T'sais. Et donc, il y a un problème d'efficience chronique. Et évidemment, il y a trop de crypto. Ça donne le phénomène de sélection adverse, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer sa crypto. Et donc, tu crées ça, tu appelles ça n'importe quoi, là, Dogecoin, etc. Et finalement, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien, mais ça m'engendre des entrées d'argent, moi, le créateur. Si je suis assez bon en informatique, puis assez bon en hype, en marketing pour bâtir là, de l'enthousiasme, je me fais envoyer des dollars américains ou des dollars canadiens et je balance plein de, peu importe le coin que j'ai décidé la crypto-monnaie que j'ai décidé de créer, et je me suis enrichi instantanément sans nécessairement créer de vraies valeurs économiques. Et donc, ça crée ce qu'on appelle le phénomène de sélection adverse. Le marché sélectionne les mauvais types, beaucoup, mais les grandes monnaies, évidemment, ils ont une certaine crédibilité, donc Ethereum, etc., le Bitcoin, ils ont une certaine crédibilité. D'où viennent les fraudes? Pas des réseaux blockchain, encore une fois, c'est des plateformes d'échange qui ont des problèmes, donc il n'y a pas assez de sécurité. Donc, les gens gardent leur crypto-monnaie associée à des numéros là, qui est directement sur Internet. Et donc, évidemment, ça, c'est comme ça s'expose au risque, on va dire, évidemment. Une monnaie, c'est de la confiance, n'est-ce pas? On n'y pense pas, n'est-ce pas? Mais la monnaie, c'est pourquoi vous acceptez d'être payé par dépôt direct dans un compte de banque où finalement, de plus en plus, on ne retire même pas de l'argent physique jamais. On utilise tout le temps notre carte de débit pour faire des transactions. Et vous avez confiance dans tout ça. C'est un numéro de compte sur un écran. N'est-ce pas? Pas de compte, mais c'est un solde sur un écran. C'est rien. Vous ne pouvez pas manger ça. Ça ne sert absolument à rien. Et pourtant, tout le monde a confiance là-dedans. Et donc, la monnaie, comme le dollar canadien, là, ça fonctionne par un système de normes sociales qu'on ne s'en rend même pas compte tellement elle est forte. C'est complètement sous le radar. La monnaie, j'oserais dire, la monnaie, c'est la norme sociale la plus forte qui existe dans notre société. Peut-être avec le fait que se promener nu dans la rue, ce n'est pas acceptable. C'est aussi fort que ça, mais peut-être plus même. Donc, personne n'y pense. Tu ne penses pas à ça. Ça fonctionne. Et c'est le propre d'une norme sociale. Plus personne y pense, plus elle est puissante. Et la monnaie est une norme sociale extrêmement puissante. Donc, la création de la monnaie aujourd'hui, c'est par le système bancaire qui crée des prêts, donc la monnaie, et par le système de réserve fractionnaire. Donc là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça serait pour une autre conférence peut-être un jour. Et la Banque centrale, donc la Banque du Canada dans notre cas, la Réserve fédérale américaine aux États-Unis, qui laisse la monnaie se créer petit peu par petit peu, mais pas trop, pour éviter évidemment qu'il y ait des poussées inflationnistes au fort. Parce que création de monnaie égale création d'inflation, donc hausse du prix des biens et services. Et on ne veut pas que ça augmente trop, évidemment. Donc, en moyenne, au Canada, ça augmente les biens et services, le prix des biens et services en moyenne à 2 par année environ. Et donc, quand on fait des transactions, il y a de la confiance et des intermédiaires. Donc, quand vous achetez votre café là, quelque part, là, donc chez Vanout ou bien peu importe, là, vous avez une confiance explicite dans le commerce qui vous fait payer là, avec la machine. Là. Vous avez une confiance que vous n'y passez pas vraiment, mais donc c'est implicite envers vos banques respectives, le marchand qui vous vend votre truc et vous qui payez avec votre carte. Confiance implicite dans le système de paiement, que ça va fonctionner en arrière, qu'il ne va pas avoir un... Mettons que vous avez 10 000 dans votre compte, le café coûte 5 mais votre compte ne va pas être débité de 500 $.
Vous comprenez? Donc, vous avez confiance aveugle dans ça, confiance dans le système interbancaire, implicitement, et confiance dans toutes les institutions monétaires, la Banque du Canada, l'Association canadienne des paiements, etc., etc., l'Association canadienne bancaire, et ainsi de suite. Et donc, il y a des intermédiaires partout et il y a de l'État beaucoup là-dedans. Donc, les bases de la confiance, c'est que dans le cas des monnaies classiques, l'État promet que la monnaie est acceptée partout pour les échanges et il y a la crédibilité de l'État derrière. Donc, les marchands acceptent de vendre des biens et services que nous voulons en échange de monnaie parce que l'État a généré tout ce système-là avec une institution crédible qui est l'institution monétaire et la norme sociale de la monnaie. On garde l'inflation basse et stable, donc ça oscille autour de 1 à 3 l'inflation au Canada en moyenne. Et donc, on n'émet pas trop de monnaie. La monnaie est échangeable avec d'autres monnaies. Donc, le dollar canadien est échangeable, donc transférable en USD. Donc, tu peux acheter des USD avec des dollars canadiens, tu peux acheter des euros avec des dollars canadiens, etc. Grande rapidité et efficience transactionnelle, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Crédibilité du système de suivi transactionnel, c'est blindé. Le système bancaire est absolument blindé à ce niveau-là. Les applications pour les crypto-monnaies, okay, les transferts de fonds entre pays, c'est utile pour ça. Parce que finalement, il n'y a pas de pays. Donc, si tu veux envoyer des bitcoins à quelqu'un qui habite en Chine, ça n'a pas d'importance, qu'il soit en Chine ou au Canada ou votre voisin juste à côté. Là. Vous faites juste envoyer des bitcoins à un sol, pas un sol, mais à un numéro de clé. À une clé, un numéro. Et donc, qu'il soit en Chine ou votre voisin, ça n'a aucune importance du point de vue du bitcoin et du réseau du blockchain Bitcoin. Vous pouvez stationner votre épargne sous forme de Bitcoin ou autre, n'est-ce pas? Mais c'est très spéculatif, donc ça augmente les abaisse, donc il faut avoir le cœur solide. Potentiellement un moyen d'échange, donc vous pourriez théoriquement acheter des biens et services, donc dans l'épicerie, acheter une voiture, un ordinateur, etc., avec des crypto-monnaies, théoriquement, mais pour le moment, c'est très peu répandu et ça a peu de chances de le faire, de se répandre. Les domaines les plus impactés sont les banques, tout ce qui est droit, contrat et notariat. Ça, c'est plus Ethereum qui est là-dedans. Le commerce électronique et l'État sont beaucoup intéressés dans la technologie, surtout blockchain, pas nécessairement Bitcoin, mais la technologie blockchain. Les banques versus les crypto-monnaies. Donc, les banques, c'est le pilier de tout le système de transaction. Et donc, c'est vulnérable théoriquement. Si tu veux écraser une économie et mettre à terre un pays, là, à part une attaque nucléaire généralisée, croyez-le ou non, si vous arrivez à mettre tout son système bancaire à terre au complet, là, pas pour une journée, là, mais vraiment de façon là, prolongée, là, vous venez de détruire l'économie au complet et détruire le pays. Okay? Il va y avoir des émeutes, tout va dégénérer très, très, très vite. Mais évidemment, le système bancaire est tellement blindé que justement, ça n'arrive jamais. Mais théoriquement, ça pourrait arriver. Un blockchain comme le Bitcoin, théoriquement, ben même, je dirais, j'oserais dire pour de vrai, est inattaquable, en fait. Parce que c'est un réseau de nœuds. Et donc, tu peux faire exploser 10 nœuds du réseau blockchain Bitcoin. En plus, ils sont dans plusieurs pays. Et donc, c'est à peu près impossible à faire sauter tout le réseau complet. Donc, il va continuer à fonctionner sans problème. Et vous pouvez stationner vos fonds en crypto-monnaie, en particulier en Bitcoin, parce que l'offre à long terme est limitée à 21 millions de Bitcoin. Et donc, les gens ont peur que les banques centrales créent trop de monnaie classique, dollars canadiens, USD, là, tout ça. Et donc, les gens ont peur de l'inflation. Et donc, ils stationnent leurs fonds sous forme, ils investissent leurs capitaux, leur épargne, sous forme de Bitcoin ou autre, pour se prémunir contre la perte de valeur de leur monnaie. Donc, pour le moment, la peur de l'inflation est vraiment exagérée en passant. Okay. Donc, l'issue probable à long terme, c'est que les banques et l'État vont développer leur blockchain. Ils vont s'intéresser à la technologie blockchain, pas Bitcoin et autres, mais la technologie sous-jacente va être très intéressante pour les États et les banques. Les monnaies nationales vont être digitales, ça, je suis pas mal certain, mais ça va quand même être encadré par l'État et tout ça.
Les fraudes et l'évitement fiscal vont devenir très difficiles parce que ça va être suivi. Les dollars eux-mêmes vont être suivis dans le réseau digital du blockchain du dollar canadien digital. Et donc, c'est contraire aux créateurs initiaux des crypto-monnaies en passant. La valeur d'une crypto-monnaie est beaucoup associée à la valeur du blockchain et à la confiance et à la convertibilité en d'autres monnaies, en USD et autres. Donc, les plus convertibles, donc Bitcoin, Ethereum, etc., sont convertibles directement dans les grandes monnaies, USD, euro, même dollar canadien, et ainsi de suite. Et donc, celles-là ont une valeur quand même non nulle. Et donc, un exemple, évidemment, concret, bien, si 1% de tous les grands fonds mondiaux vont vers les crypto-monnaies, et donc seulement 1% de tous les capitaux mondiaux vont vers les crypto-monnaies, et 50% de ces fonds mondiaux-là, de 1%, vont vers les bitcoins, puis 50% ailleurs, donc Ethereum et autres, bien, vous auriez un bitcoin à 120 000 $. Et là, je prends l'offre maximale, qui n'est même pas ça en ce moment, de 21 millions de bitcoins. Et donc, vous auriez 1%, 0,01, 1%, fois la moitié de tout ça, donc 0,5 va vers le bitcoin, fois 1% des grands, donc l'ensemble des grands fonds mondiaux, c'est à peu près, on va dire 500 000 milliards de dollars. En fait, c'est plus que ça entre nous, mais supposons que c'est ça. Là. Donc, j'ai pris une borne nominale. Et vous divisez par le nombre de bitcoins, 21 millions. Ça donne à peu près 120 000 $ par bitcoin. J'ai écrit des articles là-dessus sur Medium, donc vous pouvez regarder là, le lien pour chercher Pascal Bédard sur Medium. Là, puis vous allez trouver plein d'articles sur les marchés financiers et autres. Puis à un moment donné, en 2017 ou 2018, je me souviens plus trop, j'ai écrit des articles sur le Bitcoin. J'ai aussi fait des présentations pendant ce moment. Qu'est-ce qui manque pour une grosse poussée de prix? C'est que les grands fonds institutionnels se lancent là-dedans. Que 1% des fonds, justement, mondiaux aillent vers les crypto-monnaies, mais ça se peut. Hein, et comment on achète des crypto-monnaies? Vous allez sur une classe qui permet d'acheter des crypto-monnaies. Donc, soit il y a des guichets automatiques, vous les voyez là, à Bitcoin. Et donc, ils vont vous demander un numéro de compte ou vous en signez un. Et vous retirez des bitcoins. Ben, retirez, en guillemets. Vous achetez des bitcoins comme ça. Ça va être associé à ce numéro-là, tout simplement. Donc, perdez-le pas, ce numéro-là, et montrez-le pas à quelqu'un, évidemment. Vous pouvez l'écrire même sur un morceau de papier, ça fait pareil. Faites pas d'erreur avec qu'est-ce qui est écrit. C'est OK de placer ses fonds en Bitcoin et autres crypto-monnaies, mais il n'y a pas d'utilité. C'est juste de la spéculation pure. Donc, ça peut augmenter, ça peut baisser. Il faut juste avoir les reins solides, puis c'est tout. Et donc, si vous avez des questions, ben, on peut passer peut-être maintenant. Donc, vous pouvez visiter mon site web, donc www.pascalbédard.com, me joindre là, ou bien par email, pbeconomiste@gmail.com. Vous pouvez me visiter sur LinkedIn et vous joindre à moi-même. J'accepte pas mal toutes les invitations.